Ensuite, est-ce qu'on assiste à une troisième période? Alors, comme dans de nombreux MDA, depuis mi-décembre, on a une aggravation de l'état de santé des jeunes qui a été constatée. Alors, ça se traduit par une augmentation des situations complexes, un nombre de rendez-vous beaucoup plus important pour une même situation, une augmentation des situations et des informations préoccupantes, un allongement des délais d'attente, un intervalle entre deux rendez-vous plus long. Aujourd'hui, en gros, le planning des professionnels est quand même bien submergé et surchargé. Pour autant, on n'a pas une augmentation des nouvelles demandes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas forcément une augmentation par rapport aux autres années des nouvelles demandes, mais ceux qui viennent demandent et nécessitent plus de prise en charge et de temps. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des urgences, pour sortir un peu de la maison des ados, c'est la diapositive suivante. Les remontées plus récentes du réseau au secours montrent que le diagnostic de troubles de l'humeur est beaucoup plus souvent porté depuis décembre chez les 12-17 ans, avec des idées suicidaires, anxiété ou dépression, qui est 22% plus élevé en comparaison aux années antérieures. On retrouve également plus de comportements alimentaires, où les premiers troubles auraient commencé sur l'été 2020. Donc on a bien une augmentation de certaines symptomatologies au niveau des urgences. Pour le même nombre de consultations, on a aussi plus de demandes d'hospitalisation. Donc depuis décembre, mi-décembre, on a une augmentation du nombre d'hospitalisations des mineurs dans leur globalité. Ce que je ne sais pas aujourd'hui, c'est si j'ai une augmentation du nombre de consultations. Ce que je sais, c'est que pour le même nombre de consultations, plus d'hospitalisations. Pour ce qui est du nombre de suicides, là, il faut rester un peu plus prudent. D'abord parce que souvent, il faut attendre plusieurs années avant de pouvoir avoir des statistiques fiables. Mais un article dans Le Monde que j'ai lu ce matin montrait déjà les premières estimations de l'INSERM et de Santé publique France, qui disaient qu'au niveau du taux de suicide, il n'y avait pas d'augmentation pour le moment chez les jeunes. Donc il fallait rester prudent par rapport à ça. Donc on a bien une augmentation du nombre de TS, mais pas forcément une augmentation du nombre de suicides. Alors, est-ce que tout ça, c'est un effet rebond, comme souvent on peut l'entendre d'ailleurs aussi dans les journaux et dans les médias? Donc, c'est la diapositive suivante. Moi, il me semble qu'on est plutôt dans une situation qui dure et qui s'inscrit dans le temps, avec beaucoup d'incertitudes. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir une approche un peu plus développementale avec la notion d'homéostasie et le modèle stress-diathèse que moi, je vais développer rapidement. Alors, je ne suis pas psychologue, je vais le développer de façon un peu plus, peut-être pour certains un peu faussée, mais pour essayer de me faire comprendre. Alors, je vais prendre appui sur le docteur Charles-Édouard Notre-Dame, qui est psychiatre au CHU de Lille et psychiatre à la Maison des ados de Lille. Alors déjà, pour comprendre, tout individu s'autorégule émotionnellement dans un environnement. C'est-à-dire que nous nous équilibrons, nous ajustons au fur et à mesure. Nous ne sommes pas statiques. Donc parfois, nous sommes plus tendus, parfois moins. Nous oscillons donc autour d'un point d'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et les facteurs de régulation s'appellent les mécanismes alliostatiques. Donc une fois qu'on a compris ça, ça permet de pouvoir passer au modèle stress-diathèse. C'est la diapositive suivante. Donc ce que vous avez sur le côté gauche, c'est l'état de stress d'une personne. Donc en dessous de la flèche bleue, c'est que la personne est en situation d'homéostase, c'est-à-dire qu'il s'autorégule. Bon, c'est la grosse patate que vous avez au milieu, c'est chaque individu qui est de cette façon-là. Et puis lorsqu'il y a un épisode stressant, donc le petit nuage... Non, c'était un truc... Voilà. Je ne sais pas s'il y avait une question. Lorsqu'il y a un petit nuage, on ne voit pas très bien, je suis désolé, du coup je ne peux pas mettre en plus gros. Lorsqu'on a un petit nuage qui intervient, donc c'est un facteur de stress, on essaye d'avoir un mécanisme alliostatique pour faire baisser cette situation de stress, et puis on a des mécanismes de coping pour essayer d'agir directement sur l'épisode stressant. On a perdu la petite diapo. Pour vous donner un exemple un peu plus concret et qu'avait repris le docteur Charles-Édouard, c'est un jeune qui a une mauvaise note à un moment à l'école ou qui n'a pas rendu son devoir à l'heure. Du coup, ça va pouvoir être un épisode stressant pour lui, ça va le faire stresser. Tout de suite, il va essayer de regarder dans son entourage, au niveau de ses camarades, si d'autres personnes ont à peu près eux aussi eu des mauvaises notes, quelle est la moyenne de classe, etc., pour essayer de faire baisser d'un coup la pression. Donc ça, c'est la régulation alvéostatique.
Et puis, il va peut-être se dire que dans un mois, il y a de nouveau un contrôle sur cette même matière, qu'il va peut-être pouvoir davantage travailler la prochaine fois pour essayer de faire remonter sa moyenne. Donc ça, c'est une stratégie de co-oping. Donc ça marche plutôt bien lorsque l'épisode stressant n'est pas trop sévère et qu'on a des bonnes capacités de ressources. Et puis l'exemple d'en dessous, donc ça c'est la patate jaune-orange, enfin jaune-vert, je ne sais pas comment elle apparaît, voilà. Donc ça c'est quand l'épisode de stress est plus important, donc matérialisé par un orage. Donc on franchit un certain seuil de niveau de stress. Ce seuil est propre à chaque personne, hein, en fonction de ce qu'on appelle la vulnérabilité, mais aussi en fonction des facteurs de protection. Donc là, le système de régulation allostatique n'est pas très efficace et les stratégies de co-oping peuvent être dysfonctionnelles. Donc là, c'est par exemple un jeune qui se fait harceler à l'école. Lorsqu'il va se retrouver en soirée, donc on a un épisode de stress qui est assez important. Lorsqu'il va se retrouver en soirée, il va peut-être boire de façon très excessive pour essayer de faire baisser un peu la pression, et c'est ce qui va peut-être pouvoir marcher sur le moment. Mais ça va pouvoir aussi engendrer d'autres situations stressantes pour lui qu'il n'avait pas forcément prévues, ce qu'on appelle donc des stratégies de coping dysfonctionnelles, c'est-à-dire que derrière, il risque de se mettre en danger. Hein, soit par un coma éthylique, soit en prenant un scooter alors qu'il est alcoolisé, soit en faisant n'importe quoi, soit levé d'inhibition, etc. Donc en gros, ces mécanismes de défense-là sont dépassés. Ce qui est intéressant pour moi dans ce modèle, c'est de dire que déjà, quand le facteur de stress diminue, on peut rester sur l'autre diapo, quand le facteur de stress diminue ou s'efface, eh ben, la personne souvent se sent quand même mieux. Alors c'est vrai, et Yvan-Marc le développera davantage tout à l'heure, ça peut laisser des traces. Hein, mais en fait, pour moi, les traces ne signifient pas forcément non plus un besoin de soins. Notre vie est émaillée de traces psychiques, des chagrins d'amour, parfois les divorces des parents, parfois des échecs scolaires, parfois du harcèlement, etc. Et puis, il se peut aussi que quand toute une génération se trouve avec la même trace, il devient ce qu'on appelle en fait des marqueurs générationnels. C'est ce qui s'est passé par exemple avec la crise du sida à un moment donné. C'est ce qui s'est passé aussi avec, alors c'était pas des crises, mais avec l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux. Donc est-ce que le Covid-19 deviendra un marqueur générationnel des adolescents aujourd'hui? Ça on ne le sait pas. C'est possible. C'est pas forcément un mal ou un bien, hein, ça fait partie simplement de leur développement. Et puis l'autre question que je me pose par rapport à ce modèle, et tout à l'heure Yvan-Marc y répondra aussi, c'est comment réagit ce modèle lorsque la situation de stress s'inscrit dans le temps. Là, je vous ai mis 2 épisodes de stress un peu plus aigus sur lesquels on peut agir, mais comment ça se passe lorsque le stress perdure, dure? La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la chose que je voulais aborder avec vous, c'était le regard des adultes sur les enfants et les adolescents. Alors, c'est vrai que cette conférence ne s'adresse pas qu'au niveau des adolescents, et l'idée était de dire, j'ai été interpellé par des parents qui m'ont sollicité par rapport à des enfants beaucoup plus jeunes, de jeunes enfants, et en fait les parents me sollicitaient pour savoir un peu comment agir par rapport à une situation qu'ils avaient vécue. Donc je vais vous la raconter. C'était 2 jeunes enfants qui jouaient non pas au docteur mais à la vaccination. Et dans cette vaccination-là, l'un demandait du Pfizer, l'autre demandait de l'AstraZeneca, je crois. Et que du coup, ça a un peu choqué les parents que finalement, ces 2 mots-là, aussi barbares, puissent apparaître dans le langage enfantin et dans le jeu des enfants. Et ils me demandaient s'il fallait en faire quelque chose ou pas, à titre personnel. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des enfants, mais moi, il me semble qu'il faut quand même... Le jeu des enfants, c'est une manière de se réapproprier et de digérer les éléments de son environnement. Ce n'est pas forcément un marqueur d'un état de stress. Par contre, il faut quand même regarder en tant qu'adulte et parent si on est dans du jeu ou on est dans quelque chose de plutôt effectivement angoissant pour eux et stressant, et du coup permettre de réajuster. Mais le regard qu'on porte finalement sur ce jeu-là, nous adultes, peut influencer les choses. C'est-à-dire que si, en tant qu'adulte, on considère que c'est tout de suite stressant, on va vouloir parler à l'enfant, tout de suite rationaliser peut-être en expliquant un peu les choses, alors que lui était simplement dans du jeu. Voilà, jouer à la guerre, ça ne veut pas dire que c'est la guerre, quoi. Et puis enfin, l'autre chose, toujours sur la diapo précédente, c'est l'état de santé des adultes. On a bien vu sur le premier confinement, tout le monde était réuni et il y avait un sentiment de sécurité. Depuis le deuxième confinement, les choses sont beaucoup moins claires.
Il y a aussi la peur de l'adulte et la peur de l'adulte sur son avenir, sur la crise sociale, sur la crise économique éventuelle. Et puis, une difficulté de l'adulte dans la gestion de sa propre gestion des émotions et du stress. Et le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, ça appartient aussi à l'adulte, ça appartient pas qu'aux enfants ou aux adolescents. Et donc, eux-mêmes peuvent être en difficulté dans cette gestion de leur propre stress. Et donc, du coup, eux-mêmes en difficulté dans l'aide qu'ils peuvent apporter par rapport aux enfants et aux adolescents. Alors, pour finir mes propos, la crise sanitaire, pour moi, n'est pas une crise linéaire. Et chaque épisode peut être vécu de manière différente. Chaque jeune peut le vivre aussi de manière différente. Est-ce qu'il y aura un marquage générationnel? Ça, l'avenir nous le dira. Le regard que nous portons peut influencer les choses, ça, j'en suis convaincu. Et l'état de santé et de gestion de stress des adultes peut être aussi un facteur qui doit être pris en compte. Voilà pour la première partie qui se veut plus au niveau de données objectives et statistiques. Donc, ce n'est pas forcément la partie la plus rigolote. Je crois que tu peux basculer l'écran. Ouais, mais je vais te mettre dessus. Je ne sais pas si déjà là il y a des questions ou pas, et sinon je vais en profiter pour installer l'écran de Jean-Marc. Pour l'instant, non, il n'y a pas de questions particulières. On renouvelle l'idée à certains de quand même couper les micros, parce que je pense que tout le monde n'avait pas encore coupé les micros, mais pour l'instant, il n'y a pas de questions. Tu peux le mettre là. Oui, l'écran je vais le mettre là, mais comment tu les fais défiler? Ah, attends, je ne sais pas sûr comment le truc, c'est pas ça. Manifestement, on n'a pas une vocation d'informaticien. Alors, j'en profite pour vous dire que vous pouvez peut-être partager votre écran. J'ai activé quelque chose qui peut-être a changé. Donc, je vous laisse essayer. Merci. Oui, là, on peut l'activer. Alors, attendez, il faut juste que j'enregistre ça. Je vois que tu as un bon niveau allostatique, Vincent. Alors, PDF, bureau, enregistré. A priori, effectivement, vous avez activé quelque chose qui me permet de pouvoir... Eureka! Bravo. Donc là, vous voyez ce qui est affiché à l'écran, c'est ça, hein? Très bien. Génial. Et du coup, vous nous voyez aussi ou pas? Est-ce que vous nous voyez? Non, quand il y a partage d'écran, on ne vous voit pas. Non. Très bien. C'est juste pour savoir si on change de place ou pas. Ben, on va rester comme ça, du coup. Allez, ça marche. Pardon. Voilà. Bien. Rebonjour à tous. Alors, comment résumer un contexte qui touche le monde en entier? C'est juste impossible. Ce qui est intéressant, c'est s'intéresser au contexte de chacun. Quand on dit chacun, ça veut dire chaque individu et chaque famille. Notre vision dépend du monde. Et c'est comme ça qu'on construit notre carte du monde. Elle dépend de ce que nous avons appris, de ce que nous a été transmis, de ce que nous avons retenu, de ce que nous répétons, de ce que nous avons oublié et construit. Chacun a son propre contexte. Si bien que quand on parle du contexte général, on ne parle pas du contexte de chaque famille ni de chaque individu. Ça, on le sait, mais c'était juste important à rappeler. Zut, comment on fait pour défiler ces petits trucs? Et voilà. Une des questions fondamentales qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y a traumatisme ou non pour les adultes et évidemment pour les enfants? Merci. Ce qui est sûr, c'est que l'annonce du président, ou je ne sais pas, à un moment, pour chaque personne, il y a eu un choc violent. C'est-à-dire que c'est arrivé d'un coup. Ce choc violent, ça a été peut-être l'annonce du président, la soudaineté, la peur, le sentiment de danger imminent, le danger de mort, le sentiment de culpabilité, les injonctions paradoxales qui sont arrivées par la suite, la sensation d'un avenir incertain. Tout ça, c'est la recette magique pour créer un bon trauma. Petite distinction entre les deux. Qu'est-ce que c'est qu'un trauma et qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme?
Le trauma, c'est l'événement traumatique. Le traumatisme, ce sont les répercussions physiques et psychiques. J'ai dessiné un cerveau parce que le trauma, on le voit dans un cerveau. Alors, on ne le voit pas vraiment, il n'a pas un bleu, le cerveau, mais il garde en mémoire le traumatisme. Et pourquoi j'ai mis un intestin, cette espèce de truc tout bizarre? C'est parce que l'information, elle reste à l'intérieur de notre corps. C'est pas une espèce de nébuleuse, le traumatisme, qui viendrait bouleverser notre parcours céleste. Le traumatisme, c'est quelque chose de très concret et très corporel. L'état de stress post-traumatique, si on veut parler de trauma, on est obligé de parler de ça. On en observe deux. Le premier, c'est les événements violents. Donc ça, ce sont les agressions violentes, les agressions sexuelles, les accidents, les deuils, notamment aussi les deuils Covid, enfin je ne sais pas comment les appeler, tout type de violence. Celui qui nous intéresse particulièrement dans cette crise-là, c'est les traumatismes de type 2. Ça, ce sont les mécanismes de harcèlement, d'humiliation, de dénigrement, de manipulation, etc. C'est le bombardement des images du journal de 20 heures ou de celui que vous voulez, vu que de toute façon, on était bombardé tout le temps. Ces traumatismes de type 2, c'est le supplice de la goutte d'eau. C'est-à-dire qu'une petite goutte d'eau, ça ne fait pas de mal, mais au bout de 100, ça pèse 1 kg, et au bout de 10 000, ça pèse 1000 kg. C'est-à-dire, c'est une torture chinoise, vu que la Chine est particulièrement populaire ces temps-ci. Là où peut-être ça peut être intéressant, c'est que pendant une période, et notamment face à ce choc violent, la première émotion qui vient, c'est la sidération. J'ai mis des petits flocons pour symboliser le fait, on appelle ça l'effet freeze. Bah, grosso modo, on est gelé. On est gelé et notre cerveau n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On n'arrive pas à élaborer, on n'arrive pas à en parler, on est paralysé. C'est exactement les sensations qu'ont les victimes d'agressions sexuelles, par exemple, quand elles disent « mais j'ai pas réussi à dire non ». J'étais en dehors de mon corps. C'est une dissociation, mais c'est l'émotion de sidération. Comme disait Vincent tout à l'heure, et je partage tout à fait cet avis, ce qui est à craindre, ce n'est pas tellement un traumatisme de type 1, c'est plutôt une longue dépressivité qui peut arriver comme dans les mécanismes de harcèlement, de dénigrement, c'est-à-dire c'est la longue dépressivité qui est à craindre. Alors attendez, parce qu'il y a deux écrans à gérer. Bien heureusement, quand il y a choc violent, c'est-à-dire trauma, il n'y a pas forcément traumatisme psychique. On a tous vécu des accidents de voiture, c'est pas pour ça qu'on est traumatisé. La plupart des traumas sont digérés par le psychisme. Ce qui permet de digérer un trauma, c'est le système autonome d'auto-guérison. On peut aussi l'appeler inconscient en hypnose, on peut l'appeler pulsion de vie en psychanalyse, on l'appelle comme on veut. Le job du système autonome d'auto-guérison, c'est de nous aider à rester en vie dans le meilleur équilibre possible. Ceci étant, le système autonome d'auto-guérison, il prend de l'énergie et il a besoin de ressources pour pouvoir aller bien. C'est un peu comme le corps, c'est-à-dire que si on ne respire pas et qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, on aura, voyez-vous, un petit problème. Et je vais en profiter pour voir. De temps en temps, le système autonome d'auto-guérison, il va essayer de trouver des solutions. Comment il fait pour trouver des solutions? Tout simplement, quand on a une affection dentaire, la solution qu'il va trouver, c'est de nous envoyer de la douleur pour nous alerter. Évidemment, trouver une solution, ce n'est pas toujours très confortable. Pas encore, mais c'est pas grave. Donc parfois, il va essayer la somatisation, il va essayer la dépression pour se protéger, la colère pour se mobiliser face à l'injustice ou à la violence, le dégoût ou la peur pour être plus prudent en voiture. Et ce qui aide le système autonome d'auto-guérison, c'est-à-dire notre capacité à se guérir seul, ce sont évidemment les ressources internes. Ce sont aussi les compétences personnelles qu'on a apprises quand on était en difficulté. On a développé des compétences qui nous ont permis de dépasser. Tout ce qu'on a appris sur la stabilisation de soi nous a été utile pendant cet épisode-là de Covid. Évidemment, on ne peut pas négliger les personnes ressources qui aussi nous aident à mobiliser notre
énergie, les qualités des attachements dans les familles, et on y viendra très bientôt, les compétences familiales, les activités ressources, et tout ça, qu'est-ce que ça crée? Et les contextes facilitants, pardon. Ça crée le système autonome d'auto-guérison qui, lui, permet de cacher le choc violent et du coup, quelque chose qui était un trauma, c'est-à-dire, ça c'est la bosse sur la tête, c'est tout simplement digéré. Je rectifie, pardon. Le trauma, c'est le fait de se cogner la tête. Le traumatisme, c'est le fait d'avoir une bosse. Et là, notre système autonome d'auto-guérison, il nous permet de nous protéger du choc violent qu'on a tous vécu. Ça va? J'ai l'impression de parler tout seul dans un bureau. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas grave, c'est comme une émission de radio. Alors, les émotions. Pourquoi les émotions, c'est important? C'est un petit peu ce qui nous met en vie. Motion, mouvement, et c'est qui vient de... Une sensation, c'est une émotion qui parle dans le langage du corps. Un sentiment, c'est un mélange de pensée et d'émotion. Qu'est-ce que ça nous a fait vivre, tout ça, et qu'est-ce que ça a fait vivre chez les jeunes? Hop. J'ai marqué une crise d'essence, parce qu'il y a quand même quelque part une crise de sens, mais il y a aussi une crise d'essence dans le sens où on est un peu plus sourd, un peu plus aveugle, beaucoup moins touché sur le plan tactile, et un des symptômes, des fois, le destin est quand même particulièrement étonnant, d'une perte de goût et de parfum. Ça a modifié la proxémie. Alors, je vous ai mis ce petit truc-là pour bien voir qu'en fait, la proxémie, c'est la distance confortable qu'on a avec les gens. Les gens qui sont intimes, évidemment, ils peuvent se rapprocher à moins de 50 cm de nous. Enfin, ce chiffre est un peu tiré du chapeau, mais c'est à peu près une zone habituelle, de moyenne. La zone personnelle, la zone sociale. Ça veut dire que d'un coup, on a eu beaucoup moins de relations intimes et beaucoup moins de relations personnelles, mais beaucoup plus de zones sociales. Donc, on a été, grosso modo, un peu plus loin. Évidemment, la fréquence et la qualité des relations ont été perturbées, ça on le sait tous. Là où c'est un peu plus intéressant, c'est que aujourd'hui, les émotions, elles circulent presque normalement entre adultes et enfants. Pourquoi? Parce que dans les familles, tout simplement, les gens ne mettent pas les masques et que les enfants, ils ont appris à lire les émotions sur les visages, même s'il y a cette espèce de trait d'union qui s'appelle le masque. Ils arrivent à percevoir mieux, moins bien, etc. C'est difficile de tirer des conclusions. Mais a priori, on pense que ça ne pose pas de problème particulier pour la circulation des émotions. Excusez-moi de vous couper juste. Est-ce qu'il serait possible de mettre le PowerPoint en plein écran? Avec les 3 petits points en haut, normalement, vous devriez pouvoir choisir le plein écran, ce qui nous permettrait de le voir peut-être en plus gros. Ouais, affichage, je pense. Merci. Merci beaucoup. Ah, mais je vous en prie. On ne peut pas. Peut-être. Avec les 3 petits points, vous n'avez pas les 3 petits points en haut dans la barre Teams? C'est bon là? Voilà. C'est mieux, oui, déjà. Merci. Ben, je vous en prie, super. Merci, Evans. Voilà. Et quand on parle des émotions, il est compliqué de ne pas parler des relations amoureuses. Et les relations amoureuses, ce n'est pas uniquement les relations type sexualisées, comme pour les jeunes adultes ou en rembobinant pour les adolescents. C'est aussi les petites amourettes de collège ou même de primaire ou même de maternelle. C'est-à-dire, on peut se poser aussi la question, voilà, de comment on va pouvoir les vivre, ces relations amoureuses. Qu'est-ce que ça vient aussi perturber dans le système émotionnel? On ne sait pas trop. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements pour les petits. En revanche, pour les ados et les jeunes adultes, je ne sais pas trop non plus. Il y a une augmentation des sites Internet de rencontres, ça on le sait. Évidemment, comme on parlait des émotions, sans parler des dissonances cognitives, des injonctions paradoxales, des incertitudes et l'instabilité régulière. N'oublions pas que les traumatismes de type 2, c'est exactement ce qui nous pose problème pour notre autorégulation des émotions. Voilà.
l'autre fois, j'ai écouté la conférence de Louise Vasquez qui était fort intéressante. Et si vous n'avez pas entendu, c'est tout à fait intéressant d'aller y jeter une oreille. Vous avez parlé des émotions et que du coup, qu'est-ce qu'on pouvait en faire? Alors du coup, je vous ai construit ce petit truc qui regroupe les principales émotions primaires. Alors j'ai pris toutes les émotions primaires selon les différents auteurs. On arrive à ce résultat-là. J'ai mis des petits animaux pour symboliser, parce que je me suis dit, vous qui travaillez avec les enfants, c'est important de savoir qu'une émotion, elle n'est jamais unique. Les émotions, elles sont toutes reliées les uns les autres. C'est-à-dire que quand on est en colère, par exemple, la colère, c'est une émotion secondaire, c'est-à-dire elle s'active suite à d'autres émotions. Ça peut être, par exemple, la peur ou la honte ou la surprise qui active notre colère. Et qu'on n'est pas juste en colère. On a d'autres émotions qui sont vivantes. Alors, du coup, on peut quand même poser la question aux enfants. Alors, ça, c'est le petit soleil, parce que c'est sympa. Par exemple, comment t'es-tu senti pendant le confinement? Et ça, on peut le poser à des tout petits, du moment qu'ils ont l'usage de la parole, jusqu'aux vieux adultes. Comment t'es-tu senti pendant le confinement? Est-ce que tu as été surpris? Comment tu te sens, toi, maintenant? Est-ce que tu as encore peur? Et si tu as encore peur, c'est de combien? 0 à 10? Est-ce que tu as le... euh, est-ce que tu es, par exemple, encore triste de ce qui s'est passé ou est-ce que cette tristesse, elle a diminué? Et on peut aider les enfants à faire comme une petite étoile dans ce schéma. Alors, j'ai mis qu'une barre, j'espère que je suis assez clair. Mais de s'interroger. Tu es plein d'amour. Plein d'amour, exactement. J'ai même pas fait exprès, ça, tiens. Et en fait, on peut demander simplement aux enfants d'explorer chaque émotion. En ce moment, l'émotion de joie, à combien elle est pour toi de 0 à 10? La sérénité, à combien elle est pour toi de 0 à 10? La colère, à combien elle est pour toi de 0 à 10, etc. De manière à faire une exploration des émotions. Pas juste de une émotion, mais des émotions. Ça va? Vous arrivez à suivre? Vous vous ennuyez pas? De la famille. Voilà. J'ai repris cette phrase-là que je trouve tellement belle. Un enfant seul, ça n'existe pas. N'oublions pas que les bébés, on y vient, tout à l'heure il y a eu une question, sont perméables. Ils épongent ce que les autres vivent. Ils s'imprègnent de l'ambiance. Nous ne perdons jamais cette compétence d'être perméable. C'est elle qui nous permet d'être empathique, d'être collaboratif, d'être amoureux et aimant. Cette perméabilité aux autres et à notre réalité est parfois trop dure et épaisse. Et du coup, les informations passent mal entre l'intérieur et l'extérieur. Et nous nous replions, comme c'est dans le cas, par exemple, des dépressions et comme on a vécu dans le confinement, on y reviendra un peu après. Et parfois, la perméabilité est trop fine, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de filtres, pas assez de protection, comme par exemple pour les enfants hypersensibles qui prennent tout de front. Enfin, de front, ouais, de front. Ainsi, comment les enfants ont-ils été perméables à l'ambiance du bain familial et au contexte? Ont-ils réussi à se protéger du climat anxiogène? Ont-ils fait confiance à leurs parents? Quelles émotions avaient leurs parents aux annonces présidentielles? Étaient-ils sidérés, abattus, en colère, dégoûtés? Est-ce que ces émotions, elles ont bougé? Vincent a parlé de l'homéostasie, qui peut se résumer en une chose. Sur une embarcation, si une personne perd son équilibre, toutes les personnes présentes vont ressentir intérieurement ce changement. Et enfin, la meilleure définition du bonheur de la famille, c'est celle-là. Selon moi, une famille va bien quand tout le monde va bien. Alors là, je vous invite à une question. Qu'est-ce que c'est que ça? Je finis. C'est des espèces de boules. Non, pas du tout. C'est le contexte de chaque famille. Chaque petit point vert est un individu. Chaque rond marron est ou rectangle, ouais, est une famille. Et ce qui est en jaune, c'est le fil. Excusez-moi, Yvan-Marc. Alors, quelqu'un signale, pardon, qu'il ne voit plus le PowerPoint. Ah, c'est très embêtant. Je ne sais pas, est-ce que c'est partagé par tous? Non, c'est bon?
C'est bon, hein, c'est bon, c'est que par moment il y a eu une image, mais normalement je pense que c'est rétabli. Ok. Oui, parce que nous, Tout le monde, oui, c'est bon. Merci, merci à tous de vos réponses. Excusez-moi, Yvon, Marc. Il n'y a pas de mal. Le contexte 2019-2021, je mets 2019 parce que quand même ça en fait partie selon moi, a modifié le contexte de chaque personne et de chaque famille. Et on observe quoi? On observe chez les familles un éloignement des cellules familiales, c'est-à-dire les gens se sont tout simplement repliés sur eux pendant le confinement et même après, par les mesures sanitaires, la fermeture des EHPAD, la fin des accompagnements des aidants dans les services de chimiothérapie, etc. Évidemment, et vous le voyez en bas à droite, c'est pas juste des familles qui s'éloignent, c'est aussi les voisins qui se rapprochent, les grands-parents peut-être qui ont gardé les enfants un peu plus tard. Mais la tendance générale, c'est quand même un éloignement des cellules familiales. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est un épaississement des frontières familiales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est devenu moins facile de saluer quelqu'un, il est devenu moins facile de faire du sport ensemble et tout simplement d'aller chez les autres au supermarché. L'accès aux lieux privés et publics est devenu réglementé, plus hostile et austère. Et du coup, la famille, face à ça, elle aura une tendance à se protéger. Ça, on le sait tous. Et maintenant, ce qu'on sait un peu moins, c'est quoi? C'est l'enchevêtrement possible des frontières personnelles et intimes. Vous voyez le petit rond du milieu. Le... Ah, on peut faire la main là? je sais pas Ça si marche? ça marche. Ça marche si on fait la main, ouais. Oui, ça marche. Ah, génial. Ici, les gens, l'individualité de chaque personne, elle est envahie par l'autre. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus si c'est le désir du parent, le désir de l'enfant. On ne sait plus qui écoute, qui n'écoute pas l'autre. Les espaces sont moins bien définis. La chambre devient le bureau, le salon devient la classe, etc. Et cet enchevêtrement des frontières personnelles et intimes, c'est exactement ce qui pose problème dans les familles incestuelles ou incestueuses. Incestueuse, avec passage à l'acte, incestuelle, c'est juste le climat, pour ceux qui connaissent. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'agressions sexuelles pendant cette période-là, on n'en a aucune idée. Mais j'avoue que moi, ça me questionne un peu. L'autre chose qu'on peut observer, toujours avec ma petite main magique de la souris, le petit carré, c'est pour les institutions. J'ai mis les enfants aussi dans les institutions et se pose la question de comment les familles ont pu participer à la vie institutionnelle quand leur enfant est dans l'institution. La famille qui est ici, là, c'est la famille parfaite, vous savez, celle qui n'est que dans les livres, c'est-à-dire tout le monde a bien sa place, chacun a de l'espace, etc. Un peu plus à droite, on voit peut-être des couples qui ont fusionné, des enfants qui ont apparu, et évidemment, on ne peut pas oublier les cellules familiales où il n'y a qu'un seul individu, c'est-à-dire les gens isolés, et à mon avis, ceux-là, on n'en a pas trop entendu parler, beaucoup pour l'instant. Voilà. Le noyau familial. Pour bien comprendre un enfant, il faut le replacer dans son écosystème naturel, c'est-à-dire la famille. Comme chez les loups, les pingouins et les éperviers, les humains y vivent en groupe. Par exemple, certaines familles sont comme les pingouins, ils sont toujours agglutinés pour résister à l'extérieur. D'autres sont largement plus indépendantes, comme les chats. Si on prend une famille de 4 personnes, on observe qu'il y a 2 sous-systèmes. Il y a le système général, le noyau familial, mais il y a le système du couple et le système fratrie. Le sous-système de... je me perds dans mes notes, excusez-moi, j'en reviens, ça y est. Les enfants ont été témoins du contexte de chaque individu dans la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il a observé des choses. Comment s'est passée l'entente entre frères et sœurs dans le système bleu, le système fratrie? Les relations se sont-elles apaisées ou tendues? Ont-ils ressenti plus de jalousie ou plus de rivalité qu'à l'accoutumée? Comment se sont-ils partagés les espaces, la télé, la console, le salon? Est-ce qu'ils sont restés seuls dans leur chambre avec les écrans ou est-ce qu'ils sont allés dehors? Est-ce qu'ils se sont sentis plutôt seuls ou plutôt ensemble? Parce que c'est pas parce qu'on est proche qu'on est ensemble.
Dans la fratrie, qui s'est ennuyé, qui s'est amusé, qui est allé mieux et qui est allé plus mal. En sachant que parfois, dans certaines familles, quand un enfant va mieux, c'est l'autre qui va mal, etc. C'est le principe du radeau, de d'homéostasie. Sauf que les enfants, ils ont aussi vu leurs parents et ils ont aussi vu la relation conjugale. Ils ont vu l'équipe parentale et la relation conjugale. De comment les parents ont-ils vécu le télétravail, la diminution des copains à la maison. Comment les enfants, ils ont interprété ce qu'ils ont vu? Quelle liberté ils avaient quand le parent télétravaillait? C'est quoi les règles qui ont été mises en place? Et comment le système couple a-t-il pu avoir de l'intimité? Ça, pour moi, c'est une question absolument essentielle qui est comment les couples ont fait sur l'aspect conjugal pour garder l'intimité. C'est-à-dire, on a observé par exemple une diminution des relations sexuelles chez les parents. Évidemment, les enfants étaient plus là, et puis un peu de dépression, tout ça, ça casse un peu la libido. Mais on peut aussi se poser la question que les enfants, ils ont été quand même les témoins pendant longtemps, plusieurs mois, de la relation conjugale. Pourquoi cet aspect de sexualité est intéressant? Parce que s'il y a une diminution des relations sexuelles, on observe, nous, sur le plan clinique, une augmentation des engueulades quand il y a une diminution des relations sexuelles. Je me demande vraiment bien pourquoi. C'est probablement lié à la pulsion, bien évidemment. Et enfin, c'est comment les parents, ils ont fait pour régler leurs problèmes de conjugaux, familiaux, dans l'intimité. C'est-à-dire, à quel moment ils avaient un espace dans lequel ils pouvaient s'engueuler tranquillement, comme nous, adultes, nous savons très bien le faire. Est-ce que les enfants ont assisté à ça? Je ne sais pas. Hop là. Ça, j'ai noté ça parce que ça me fait trop rigoler. Toi, mon sœur, souviens-toi que si tu tombes, je te relèverai dès que j'aurai fini de rire. Voilà. Et enfin, il n'est pas facile de maintenir des attachements sécures dans une période insécure. La structure familiale, il y a eu un bouleversement quand même au niveau de la famille élargie. Alors, la famille élargie, c'est les tontons, les tatis, les cousins, les cousines, etc. Et la famille d'origine, c'est on remonte l'arbre généalogique. Voilà, je vous invite à une petite question. Évidemment, vous ne pouvez pas répondre parce que vous avez coupé vos micros, qui est combien, selon vous, il y a de relations dans cette grande famille-là? Suspense, je vous ai donné la formule. La réponse, c'est 105 relations. C'est-à-dire que l'enfant, il est témoin ou acteur de 105 relations, en sachant qu'il y a 3, 5, 7, bref, 13, 14 personnes. Il s'est passé un truc, il y a une patiente qui est venue et qui m'a dit que dans sa famille, il s'était passé ça. C'est-à-dire qu'ils ont perdu, en l'espace de 3 mois, son père, le père de son mari et le frère du mari. Si bien que, dans une relation comme ça, eh ben, l'enfant il se retrouvait sans plus aucune identification à un homme vivant dans la famille, excepté son père. Et je crois qu'on aura quand même des deuils traumatiques Covid réguliers parce que les enfants n'ont pas réussi à aller à l'enterrement, ils n'ont pas pu faire de petits mots, etc. Et d'un point de vue clinique, et notamment pour les professionnels ou même pour les familles, je vous invite à revenir sur la notion du rituel. Le rituel, c'est important pour dépasser les deuils traumatiques. On peut planter un arbre pour la mamie qu'on a perdue, lui écrire une lettre, la déposer au cimetière. On peut la brûler. Brûler des lettres, ça tout le monde le sait, c'est un petit peu la poste de l'au-delà, quoi. On peut aller à une célébration religieuse. Il faut recréer du rituel parce que toutes les personnes qui n'ont pas pu assister aux enterrements parce qu'il y avait les conditions sanitaires, moi je me pose la question de est-ce que ça va être traumatique ou est-ce que ça va ralentir le processus de deuil. Donc je vous invite à réinstaurer les rituels. Et les enfants, ils adorent les rituels. Voilà. Ah, pour faire cette conférence, je vous avoue que j'ai perdu un petit litre de sueur quand je me suis dit, bon, alors comment on va faire pour parler à la fois des jeunes adultes et des nourrissons et de l'espace entre les deux?
Donc, quel est le point commun entre un adolescent, un enfant, un ado et un jeune adulte? Eh bien, c'est simple, c'est la séparation. Ce n'est pas le seul point commun, mais c'est peut-être celui qui nous intéresse le plus là tout de suite. Pardon. Et pinceau, voilà. Le sevrage. Rembobinons la cassette de la vie et revenons au nourrisson. La première séparation commence le premier jour de la vie. Mais très vite, la question du sevrage et de la séparation commence. L'enfant doit apprendre à se passer de ses parents. Lorsqu'il dort, il mange, il va au pot, à l'école, au collège, au lycée et après à la fac. Tout ça, c'est de la séparation et du sevrage. Le rythme est ce qui nous permet de nous sevrer. Comme par exemple le rituel du soir. Et vous verrez en bas à droite un petit objet traditionnel qui s'appelle un nounours. Le rythme. Notre rythme, ainsi, le rythme, la prévisibilité donne confiance en soi et en l'extérieur. C'est parce que nous savons ce qu'il va se passer que nous sommes confiants. Le rythme, c'est la base même de la vie, des saisons, notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire, de la digestion, de notre humeur. Tout ça, c'est des rythmes. Notre culture, elle est même basée sur le rythme du travail, des heures de coucher, des repas, des passages aux toilettes, à la salle de bain, etc. Le rythme auquel nous voyons nos amis, de nos parents, nos grands-parents. Le rythme, c'est la cadence de la vie. Or, pendant cette période, absolument tous les rythmes ont été perturbés. Comment les enfants ils se sont adaptés à ce nouveau rythme? Est-ce qu'ils se sont couchés plus tard? Est-ce que les heures de sommeil ont été décalées? Comment ils ont retrouvé le rythme quand ils ont réintégré l'école ou la crèche ou les études? J'ai mis des petits animaux parce que le rythme d'une chouette, c'est pas le même qu'une tortue, ni d'un lapin, ni d'une libellule, en sachant que chacun a son propre rythme. Pourquoi ce rythme, il crée quoi? C'est-à-dire, quel que soit l'âge, ce qui compte avant tout pour se séparer, c'est être sécure. Si on se sépare en étant insécure, dans ce cas, ça s'appelle un déchirement, ça s'appelle un arrachement. C'est pas une séparation. Une séparation, c'est quelque chose de doux, c'est un accompagnement. Et cette sécurité de base, que l'on pourra appeler confiance, qui regroupe à la fois la confiance en soi, la confiance aux autres, la confiance en l'avenir, la confiance en la vie. Si on rembobine, l'enfant, il doit apprendre à se séparer. L'apprendre à se séparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette maman-là qui tient cette petite fille par la main, elle va apprendre à se séparer. Il faut qu'elle lui lâche la main. Sauf qu'elle n'a pas choisi une bonne vieille cour en bitume bien dur pour éviter que la petite, elle se croûte méchamment les genoux là-dessus. Elle a choisi un tapis d'herbe. Pourquoi? Parce que si l'enfant tombe, elle va pouvoir se relever sans se faire mal. Et c'est ça, se séparer. C'est se séparer sans se faire trop mal. Ainsi, la question de la séparation, là j'ai mis ça parce que c'est aussi ça la séparation, c'est-à-dire laisser un peu les ados respirer sur certaines choses. Comment les enfants se sont-ils autonomisés pendant cette période 2019-2021? Moi, j'aurais qu'une envie, c'est de dire, mais pardon, Vincent. Comment les enfants ils ont fait pour s'autonomiser pendant cette période-là? Qu'ont lâché les parents sur cette période? Est-ce qu'ils ont lâché du contrôle ou au contraire, est-ce qu'ils l'ont surinvesti? Les enfants, est-ce qu'ils se sont sentis sécures, accompagnés, attachés, seuls ou isolés? Ont-ils décroché scolairement? Comment ont-ils fait pour rester tout de même confiants en l'avenir? Cette sécurité, elle est juste essentielle. C'est ce qui nous permet après, en sachant que 40% des gens de mémoire ont un attachement sécure. Et ça, si vous devez retenir une chose de cette conférence-là, à mon avis, ce serait celle-là. S'il t'arrivait quelque chose de grave, à qui en parlerais-tu? Pourquoi? Parce que, tout simplement, la réponse, c'est parfois personne. Si la réponse c'est le parent, c'est super. Si la réponse c'est un copain, c'est déjà bien. Si la réponse c'est personne, ça serait grave. Et je crois que c'est peut-être la question la plus essentielle à poser aux enfants. Pas que pendant cette période-là, mais de manière générale. Fier de se séparer.
Cette petite fille, elle s'est mise à marcher, elle s'est croûtée 2-3 fois, voire même des centaines, mais aucun enfant n'a dit « Oh non, la marche, c'est pas pour moi, je verrai ça plus tard. » Non, les enfants, ils se mettent à marcher, c'est automatique. Et se séparer, c'est comme la marche. C'est-à-dire, on se dit pas « Non, la marche, c'est pas pour moi, je n'irai jamais, je marcherai jamais. » On y va, et se séparer, c'est pareil. Se séparer, c'est quelque chose qui est juste normal. On a le programme biologique à l'intérieur de nous. Petite parenthèse, on aime nos conjoints pour qu'ils restent, et on aime nos enfants pour qu'ils partent. Et non pas l'inverse. On aime nos conjoints pour qu'ils restent et nos enfants pour qu'ils partent. Si bien que les enfants, ils peuvent être fiers d'être seuls, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en dehors de l'espace familial, et pendant cette période, être en dehors du système familial, ce n'est pas une mince affaire, et fiers d'appartenir à d'autres groupes. J'ai mis cette photo-là des poussins de 1986 à 1987. Vous pouvez chercher, peut-être que vous vous retrouverez. Fier d'appartenir à d'autres groupes, c'est se séparer de ses parents. Voilà, j'espère que ça va bien pour vous, derrière votre écran. Alors, j'ai oublié de mettre le petit E de adolescent et adolescente et les jeunes adultes. Voilà. Pendant cette période, on pourrait dire qu'il y a eu des grosses vagues, des énormes vagues. Et les adolescents, eux, ils ont aussi des grosses vagues qui sont poussées par les hormones. Les hormones, c'est lesquelles? C'est oestrogène, progestérone et testostérone pour les petits gars. Mais il n'y a pas que ça comme hormone. Il y a aussi la dopamine, qui est le plaisir de l'action, la sérotonine, qui est le régulateur d'humeur, l'ocytocine, l'hormone sociale de l'attachement. Petite parenthèse, l'ocytocine se sécrète lors des câlins. Or, comment on fait pour sécréter de l'ocytocine quand on fait moins de câlins? S'il y a une chose aussi que j'aimerais souligner, c'est est-ce qu'on fait des câlins dans les familles? Est-ce que le nombre de câlins a diminué ou a augmenté? Et enfin, j'ai mis le cortisol, parce que quand même, le cortisol, c'est l'hormone du stress qui s'active quand on est en colère. Et les ados, on le sait, ils sont en colère, pour de bonnes et de mauvaises raisons. En tout cas, cette colère-là les aide à se séparer. Pour petite anecdote, ça marche pour les ados, les enfants et les adultes, c'est-à-dire nous. De 1 minute de colère, il faut 1 heure pour que le cortisol redescende à son niveau initial. Donc, ça veut dire que si vous êtes en colère pendant 5 minutes, ça veut dire que vous en avez 5 heures de digestion. Et si vous êtes en colère pendant 20 minutes, vous en avez pour la journée. Évidemment, ça peut s'autoréguler par différents exercices de respiration, etc. Toujours chez les ados, le cerveau d'un ado, la myélinisation, c'est-à-dire grosso modo la vitesse de transmission, ils sont passés d'une bonne vieille connexion en 1994 à 2021, c'est-à-dire que c'est multiplié par 50. Pour résumer, ils sont plus performants, mais ils sont aussi plus vulnérables, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à conduire une Porsche avec des freins de 2 chevaux. C'est pour ça que j'ai mis cette petite image. Je trouve sympa. Voilà. Je vous laisse traduire. Voilà. En langage vieux, ça donne « Est-ce que tu as la connexion ?» Non. Et toi? Moi non plus. Le numérique. En 2020, 2021, en 2019, j'avais fait une conférence un peu là-dessus. Ce que je dis aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que le numérique en 2021, ça a été quand même la possibilité pour la plupart des jeunes, en tout cas, de garder le lien avec quelque chose, de garder le lien avec les autres, et que c'est un lien numérique, mais c'est quand même un lien intéressant. Vive le numérique, ça me fait bizarre de dire ça, et je suis pas d'accord. Et je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Mais la première chose, c'est que puisqu'on utilise beaucoup plus le numérique, il faut être informé de qu'est-ce que le numérique. Et le neuromarketing, c'est l'art de manipuler votre cerveau. Si vous voulez le flipper un coup, regardez 2-3 émissions sur le sujet. Et vous pouvez lire d'ailleurs La fabrique des crétins digitaux, je crois que c'est ça, du crétin digital, qui est un bouquin extrêmement intéressant. Tout à l'heure, on parlait de la dopamine, c'est-à-dire l'hormone du plaisir. Évidemment, le numérique, c'est un truc excitant. Et c'est pour ça que les ados et les jeunes, ils passent de plus en plus de temps dessus.
Si vous regardez les chiffres de l'OMS, logiquement, c'est 2 heures par jour. Ouais, enfin, qui a 2 heures par jour pour des enfants? Pendant le confinement, on était... Même les adultes. Hein. Et les adultes. Mais nous, évidemment, nous sommes des gens sérieux, raisonnables, et nous savons contrôler notre capacité à sécréter de la dopamine lorsque nous allons sur Facebook. Je vous ai marqué un documentaire sur Arte qui est absolument génial à voir. Ça dure, je sais pas, 5 minutes. Ils prennent les applications et ils vous expliquent qu'est-ce que ça provoque sur le cerveau d'Homer Simpson. Qu'est-ce que ça provoque sur notre cerveau d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, Instagram, comment ça marche, etc. Sur notre cerveau. Extrêmement intéressant. Je vous ai mis aussi cette émission, Le Code a changé sur France Inter, qui est une émission qui a été faite sur les bienfaits des écrans. Elle est extrêmement intéressante parce que pour le coup, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle explique simplement, c'est pas le temps d'écran qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, si on passe 1 heure à monter une série d'images, est-ce que c'est plus intéressant de regarder une vidéo YouTube débile ou est-ce que c'est un espace de partage? Je ne sais pas. La règle du 4x3, ça c'est pour les posts. Alors ça, je crois que tous les enfants et les ados devraient être au courant de cette règle. Le 4x3, c'est les annonces publicitaires, vous savez, les grandes affiches là, qui viennent polluer nos espaces publics pour nous dire que c'est vraiment trop génial, telle bagnole. Donc le 4x3, c'est l'image publicitaire. Lorsqu'un enfant poste une photo, on peut lui poser 3 questions. Est-ce que tu es d'accord pour qu'il y ait une affiche publicitaire, que ta photo soit publiée en 4 mètres par 3 devant ton collège, ton école ou ton lycée? Est-ce que tu es d'accord pour que cette même photo que tu postes soit devant le travail de tes parents? Est-ce que tu es d'accord? 3e question, est-ce que tu es d'accord pour que cette 4 par 3 soit devant ton futur travail? Si la réponse est oui, 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 alors du coup, il peut poster la photo. J'espère que j'ai été clair sur cette règle-là. La généralisation du télétravail, les parents, ils sont crevés quand ils ont fait du télétravail. Et que du coup, ça diminue les interactions familiales. Ce qu'on observe sur le télétravail, sans trop approfondir, mais on a une mauvaise interprétation des émotions parce qu'en fait, dans l'écran, on regarde l'écran et non pas la caméra, si bien que notre cerveau, il interprète ça comme un signe de méfiance. On se méfie de quelqu'un qui ne nous regarde pas dans les yeux. En plus, le petit décalage entre l'image et le son on a besoin de créer une compensation neurologique pour se rééquilibrer, ce qui du coup participe à la fatigue. Et je vous passe les interactions hachées, les dérangements extérieurs, et pire que tout, le fait de se voir soi en image et où on se fait son propre procès la plupart du temps. Voilà. Enfin, sur le numérique, ce qui est intéressant, c'est d'interroger les familles sur les règles que l'on se donne dans nos familles. Et je reprends cette citation de je ne sais plus qui, l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule, c'est-à-dire c'est à s'appliquer soi-même en tant que parent les règles. Et quand on accompagne en tant que professionnel les familles, on peut se poser la question, quelles sont les règles des écrans dans les familles? On nous demande, Yvan, de réexpliquer un petit peu la règle du 4 par 3. Ah oui, il me semblait que je n'avais pas été très clair. Alors, le 4 par 3, c'est les grandes affiches publicitaires qui sont dans les rues. Ça veut dire en fait 4 mètres par 3 mètres. De ces grandes affiches publicitaires, on peut les prendre comme exemple, c'est-à-dire quand un enfant il veut poster un truc sur Instagram, Facebook, enfin Facebook c'est démodé, mais sur Snap. Quand il veut poster un truc sur Snap, il faut qu'il se pose 3 questions. La première, c'est est-ce que je suis d'accord pour que l'image que je poste soit devant mon collège? S'il fait un selfie où il est trop beau ou trop belle, bah, probablement qu'il dira oui. La deuxième question qu'il faut qu'il se pose, c'est est-ce que cette photo-là, je suis d'accord pour qu'elle soit exposée devant le travail de mon père et de ma mère? La troisième question, c'est est-ce que je suis d'accord pour que cette photo, elle soit devant mon futur travail? Quand moi je serai adulte, est-ce que je serai content de voir cette photo?
C'est sûr que sur Nebo, ça pose pas de problème. Sauf que là, depuis 3-4 ans, j'ai toutes les années des petites jeunes qui viennent parce qu'elles ont montré une partie intime de leur corps et que des espèces de bourricots, ils ont fait des partages, des captures d'écran, ils ont partagé, etc., etc., etc. Donc, c'est comment faire. Cette règle du 4/3, elle est simplement une Enfin, c'est comment donner une image pour que les enfants apprennent à se protéger des images qui pourraient se retourner contre eux. Et ils disent, oui, mais sur Snap, ça s'efface tout seul. Ouais, sauf que faire une capture d'écran, même moi, avec mes 40 ans largement passés, j'arrive à le faire. Voilà. J'ai été plus clair? J'espère. Je pense, je n'ai pas d'autres remarques. Ça marche. Voilà. Les collègues disent parfait, Yvan-Marc. Parfait, c'est bien au-dessus de ce qui est espéré. À peu près bon, ça devrait y aller. Voilà. J'ai mis travailler dans prendre soin parce que quand on est parent, on prend soin. Quand on a aidé nos parents ou nos grands-parents, on était dans prendre soin. Et j'imagine que toute une partie des gens qui suivent cette conférence-là sont aussi des professionnels du prendre soin. Et je crois qu'on va rappeler quelques évidences, mais c'est juste primordial de revenir dessus. La première chose, c'est, donc je fais des APP dans 16 groupes. Donc on va dire que j'ai un petit regard. J'ai observé 2-3 trucs. La première chose, c'est les diminutions des temps d'équipe ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un groupe qui a dit ça. Il dit, on n'a plus de temps d'équipe ensemble. C'est leur formulation à eux. Tant de temps formel que de temps informel. Si bien que les réunions institutionnelles régulières, elles se sont souvent arrêtées, sont devenues en visio et c'est devenu plus compliqué, avec tous les effets de la visio qu'on connaît déjà. On a moins de temps ensemble et moins de nourriture partagée. Pourquoi la nourriture, c'est important? Parce que c'est la vie, la nourriture. C'est ça qui crée la convivialité d'une institution, d'un service, d'une famille. Ça y joue, en tout cas pour moi qui suis gourmand, ça joue beaucoup. Moins de contact tactile entre les gens, c'est-à-dire que cette proxémie dont on parlait tout à l'heure, les gens ils ont installé une distance sociale, alors qu'avant ils pouvaient être dans des distances personnelles, voire même dans des distances intimes. Lorsqu'ils se parlaient de leur situation, ils n'étaient pas à 1,60 m de distance. Ils étaient proches, ils buvaient le café, etc. Et ces temps-là, ils ont disparu. C'est-à-dire que les relations professionnelles sont devenues un peu moins faciles. Tout ça, on le sait, c'est des évidences, mais je crois que c'est tellement important de les rappeler. Les contraintes de travail liées aux conditions sanitaires, super, quand on va dans une famille, qu'ils n'ont pas des masques, comment on fait une réunion en visio, l'interaction avec les autres, les idées, c'est pas si facile. Ça crée aussi des professionnels plus usés qu'à l'accoutumée. Ça fait 20 ans que je fais des APP. J'ai jamais vu autant de groupes, autant de professionnels de manière presque aussi homogène, sont tous un peu plus usés. J'ai pas dit dramatiquement plus usés, j'ai juste dit plus usés, sans échelle. Et aussi les cadres. Les cadres, c'est-à-dire la chaîne hiérarchique, jusqu'où vous voulez, et ils sont évidemment plus épuisés qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire, travailler coûte aussi plus d'énergie qu'auparavant. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit simplement, n'oublions pas que derrière nos masques, on peut quand même sourire, et que le sourire, c'est quand même ce qui va permettre de réchauffer un peu tout ça. Juste sur les institutions, les consignes sanitaires, ils ont créé des contraintes pour les professionnels. On le sait tous. Ça a exercé une pression sur les institutions, sur les chaînes hiérarchiques, sur les professionnels, et évidemment, cette répercussion, ça a créé une pression aussi dans les personnes accompagnées, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles se sont senties isolées quand on n'est pas allé les voir, est-ce qu'elles ne répondaient pas au téléphone, est-ce que c'était préférable de faire des visios, est-ce qu'elles se sont senties accompagnées tout ça, ça a créé quoi? Ça a juste créé des relations un peu plus tendues dans les institutions et avec les institutions. Je crois que c'est tellement important de le dire. Juste pour le rappeler, toujours pareil, attention à l'épuisement. Dans le cabinet, quand je vois des adultes,
et la plupart des soignants, des médecins, les infirmiers, mais même les éducateurs, etc., l'objectif de notre travail, c'est pas de nous être malade, c'est de rester en bonne santé pour pouvoir aider les autres. C'est ça notre objectif premier. Du coup, pareil, sourire aux autres, ça fait du bien. Pour la petite anecdote, si vous activez vos zygomatiques, vous avez plus de chances de créer un peu de joie plutôt que si vous attendez de la joie pour sourire. J'espère avoir été clair sur cette petite chose. Sourire rend heureux. Heureux fait sourire, sauf que c'est beaucoup plus facile de sourire pour être un petit peu plus heureux. Voilà. Ça, c'est l'idéogramme chinois, encore eux, ça marche aussi en japonais, je crois que c'est japonais d'ailleurs celui-là, de l'idéogramme. Donc un idéogramme, c'est deux symboles, c'est un symbole qui dit, un dessin qui dit une idée. Donc l'idéogramme de crise, c'est le mélange de danger et d'opportunité. Évidemment, cette crise-là, elle nous a amené la mort, le virus, le repli sur soi, l'augmentation de ce qui a été problématique, que ce soit, tout à l'heure Vincent disait qu'il n'y a pas nécessairement d'augmentation de suicides, mais qu'il y a une augmentation de suicides, et ça c'est du danger. Pareil sur les troubles du comportement alimentaire, ce sont des dangers. Là, je ne sais pas quels vont être les autres dangers, les complotistes par exemple, c'est un truc dangereux. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'une crise, c'est aussi une opportunité. Et quelle leçon on va tirer de cette crise-là? Quelle leçon on va en tirer déjà sur la société elle-même? Ça, je vous donnerai un bouquin de Edgar Morin qui en parle très bien. Mais plutôt dans une famille, qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que ça nous a apporté un rapprochement, ceux qui ont eu des bébés, par exemple? Est-ce que ça leur a permis juste d'avoir un temps plus naturel, plus doux, plus protégé? Alors que dans notre vie habituelle avant 2019, on était juste des fous furieux sous amphétamine dans notre travail, et que là, peut-être que ça a pu créer une rupture. Quelle opportunité ça a créé pour nous? Est-ce que ça a remobilisé notre système de valeurs? Est-ce que ça nous a fait changer notre perception du monde? Est-ce qu'on a eu le temps peut-être de s'écouter soi, d'écouter les autres, de vivre avec? L'opportunité pour certains, ça a été, et c'est 1, 2, 3, pardon, ça a aussi été, en tant qu'adulte, de saisir le contexte pour créer des séparations familiales. C'est aussi ça l'opportunité de se séparer, mais là c'était pour le couple. Peut-être que ça va aussi aider les adolescents pour plus tard, dans quelques mois ou je ne sais pas quand, peut-être à s'autonomiser plus vite parce qu'ils ont vécu le fait d'être trop enfermés, qu'ils auront peut-être beaucoup plus besoin de liberté et d'autonomie. Enfin, comment on parlait d'avenir? Enfin non, pardon. On peut avoir confiance en 3 mécanismes à l'intérieur de nous. Le premier, c'est l'habituation au malheur. L'habituation au malheur, c'est quand on est habitué à vivre quelque chose de désagréable, au fil du temps, ça devient moins désagréable. De mon ami qui vit à Mayotte, il bosse avec des enfants qui sont clairement pas nourris tous les jours, ils sont habitués à ce malheur-là. Et nous, on était sûr, adultes, d'être dans un monde qui était tout à fait stable, tout à fait serein, dans lequel on était tout à fait raisonnable. Bon, bref, ça s'est un peu cassé la figure, tout ça. Mais mine de rien, on a quand même cette capacité à tolérer des choses désagréables. C'est pour ça que les gens restent dans des familles. C'est ce qui permet, par exemple, aux enfants de s'habituer à des climats violents pendant longtemps. Ils s'habituent au malheur. C'est pour ça que les femmes ou les hommes, d'ailleurs, battus restent, ils s'habituent. Et c'est une compétence quand même qui est fort intéressante parce qu'elle nous permet de survivre à des choses désagréables. Tu disais, Vincent? Survivre dans des conditions hostiles. Survivre dans des conditions hostiles. C'est le même principe que notre corps, d'ailleurs. L'habituation au bonheur. L'habituation au bonheur, je vais vous donner un exemple très simple, c'est l'eau chaude sous la douche. On est tous habitués à avoir l'eau chaude sous la douche. Sauf que si on y réfléchit une minute, je ne connais pas le pourcentage, mais il est très très faible sur la Terre générale, combien de personnes bénéficient de l'eau chaude dans la douche? Très peu.
L'habituation au bonheur, c'est qu'on trouve ça normal qu'il y ait de l'eau chaude dans notre douche. Alors que pour le coup, c'est carrément un événement extraordinaire. Sauf qu'on est tellement habitué à ce que ce soit quotidien qu'on oublie cet événement extraordinaire. C'est comme quand on est en bonne santé, on oublie qu'on est en bonne santé. Voilà. Enfin, les êtres humains, on est quand même les champions de l'adaptation. Je vous rappelle qu'on est parti d'une petite espèce de rien du tout qui était paumée dans l'Afrique et on a envahi le monde et on a même on a colonisé le monde et on a même modifié la géologie. Donc, au niveau adaptation, on s'en sort bien. Notre résilience, la résilience, c'est pas une capacité uniquement individuelle. J'insiste sur le fait que c'est les autres qui nous aident à être résilients. Et enfin, la plasticité neuronale, ça c'est notre capacité à pouvoir trouver des chemins neuronaux et à changer. Voilà. Ah oui. Est-ce que c'est une crise durable? Je ne peux pas parler d'avenir et d'enfants et d'adultes sans parler de ça. Ça, c'est quoi? C'est le groupe d'experts du Conseil intergouvernemental pour l'étude du climat. Pourquoi? Parce qu'on voit apparaître de l'anxiété, de l'éco-anxiété, c'est-à-dire que la peur, en fait, que le monde s'effondre. Sauf que là, pour le coup, il s'est un peu effondré quand même, les habitudes habituelles. Et clairement, ça s'appelle l'éco-anxiété. Et je vous invite à aller voir, c'est extrêmement intéressant. Ou l'autre terme, c'est solastalgie. Je ne veux pas développer, mais c'est extrêmement passionnant. Si on parle de demain, on doit parler de demain, c'est-à-dire du documentaire, par exemple, de Cyril Dion. Parler d'avenir, parler du soin, parler de la vie, on ne peut pas négliger cette question-là, en tout cas de mon point de vue. Merci de votre attention. C'est extrêmement bizarre de parler dans le vide. J'ai l'impression d'avoir franchi les lignes de la psychopathologie. Sur le sens qu'on peut donner à cette crise, je vous invite à regarder ce livre « Changeons de voie, les leçons du coronavirus » d'Edgar Morin. Edgar Morin, c'est juste le mec le plus génial du moment, selon moi. Il a 98 ans. Bref, il est très vieux. Et c'est le papa de la pensée complexe. C'est-à-dire que c'est juste un penseur vivant extraordinaire. Il a écrit ce bouquin avec sa fille. Pour les enfants, il y a un bouquin qui est sorti, qui est accessible en PDF sur Internet, qui s'appelle « Le coronavirus expliqué aux enfants » de Lex Schelfer. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, je vous ai remis les documents de dopamine et je vous ai mis un truc sympa parce que je trouve et tout le monde s'en fout sur YouTube. Pourquoi? Parce que si on veut parler des émotions, à partir de 10 ans, on peut aller voir, ça dure 5 minutes, c'est drôle comme tout, c'est piquant à souhait, c'est délicieusement impoli à partir de 7, 8, 9 ans. Les enfants, ils peuvent le regarder, ça parle des émotions, ça parle de tous les sujets dont tout le monde s'en fout. Voilà, je vous ai remis le petit sourire, parce que c'est pas parce qu'on est dans une période déprimante qu'on doit déprimer, bien au contraire. Voilà. Merci beaucoup, Yvan-Marc. Merci beaucoup. Alors, nous ne dormions pas du tout derrière notre écran parce que le propos a été particulièrement riche et merci pour ce gros travail à tous les deux avec des supports qui étaient très explicites et en même temps animés. Donc, je pense que ça va vraiment nous laisser des traces, des souvenirs pour pouvoir évoquer ces questions avec les enfants ou les familles qu'on peut rencontrer dans le cadre de nos activités, puis dans nos propres familles. Alors, il y avait une question, du coup, d'une collègue. N'est-il pas trop tôt pour pouvoir théoriser sur cette crise, sur les conséquences humaines, économiques, écologiques, etc. Je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question, Yvan-Marc ou Vincent. Je ne sais pas ce que vous aimeriez dire de ça. Pour moi, Vas-y, oui, Vincent.
Moi, pour moi, c'est clairement trop tôt. On saura après. Après, on pose des questions. On n'a pas forcément les réponses. Par contre, on interroge. Et s'interroger, c'est pas forcément vouloir théoriser maintenant. Par contre, c'est plutôt on interroge, on regarde, enfin moi personnellement, après c'est où est-ce qu'on a envie de placer le curseur de la grille de lecture. Donc il y a peut-être des choses qu'on a plus envie de regarder maintenant, mais qui seront pas forcément demain. Enfin, je sais pas. Quand Yvan-Marc parlait tout à l'heure du côté enfin, l'éco-anxiété, moi je trouve que c'est intéressant de le mettre en lien avec ce qui se passe quand même aussi. Après, est-ce que c'est pour ça que c'est forcément tout de suite à mettre en lien? J'en sais rien. Moi, c'est ce que je vous disais sur tout ce qui est sur le suicide. C'est beaucoup trop tôt pour savoir si on peut parler de plus de suicides aujourd'hui. Voilà. L'idée de la première intervention, c'est justement d'essayer de dire, il ne faut pas trop théoriser pour le moment. On peut juste essayer d'expliquer un peu dans ce qu'on en comprend aujourd'hui. Et peut-être que si on se retrouve dans un an, on vous dira l'inverse de ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est intéressant parce que c'est vrai que l'objectif, c'est pas du tout théoriser. C'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est un petit peu comme les familles quand elles arrivent en crise, c'est-à-dire qu'il y a du passage à l'acte et peut-être pas assez de recul ou de métaposition dans notre jargon à nous, c'est-à-dire la capacité à pouvoir regarder en décalé, de regarder d'en haut ou sur le côté. Et que ce que je crains, c'est que si on réfléchit pas assez, on va être dans le passage à l'acte. Et que c'est une période où, en tout cas pour nous les psys, ça c'est sûr, en fait on n'en sait rien et on est aussi dans le problème, c'est-à-dire que j'ai aussi vécu le confinement et toutes les merdes qui vont avec. Donc du coup, c'est pas tellement théoriser, c'est plutôt de penser. C'est de pouvoir penser, c'est essayer de se projeter, émettre des hypothèses. Et émettre des hypothèses, c'est déjà être dans une démarche de trouver des solutions. Je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de vraies mauvaises idées. Et les passages à l'acte, ça, c'est des vraies mauvaises idées. Enfin, parfois en tout cas. Voilà. Je reviendrai bien sur une des premières idées que vous avez évoquées, Yvan-Marc, qui était la question justement, en écho à ce qui est dit là, à la question de la vision du monde. Je crois que le risque, c'est peut-être de faire une sorte de synthèse très généraliste et qu'en fait, notre posture, ce serait peut-être d'aller voir la vision du monde de chacun en interrogeant, comme vous le proposiez, les émotions de chacun, où ils en sont, autant les adultes qu'on peut rencontrer ou les enfants, sans mettre une pression et à aller chercher des choses qui ne seraient pas allées chercher, mais c'est peut-être de s'intéresser à leur vision du monde à cet instant T et non pas d'aller forcément chercher des théories généralistes qui, de mon point de vue, peuvent être très dangereuses, voire passer complètement à côté du besoin individuel de chacun. Et c'est quoi votre question? Alors moi, ce n'était pas une question, Yvan-Marc, c'était j'ai essayé de boucler la boucle en quelque sorte, parce que l'introduction de chacun a sa propre carte du monde. Je trouve que c'est une très belle synthèse du propos, quoi. Enfin, que voilà, crise ou pas crise, on a toujours intérêt à déquestionner l'autre de là où il en est dans le contexte qu'il est en train de vivre. Et voilà, c'est avant tout l'essentiel, il me semble, de nos accompagnements et de prendre soin. Enfin, vous parliez beaucoup du prendre soin des autres et prendre soin de soi. Et il me semble que c'est déjà ça, c'est de se dire où j'en suis dans mon échelle d'émotion, où tu en es, où vous en êtes. Enfin, voilà, quoi. Et puis après, ben, effectivement, selon les théories, parce qu'il y a plein de théoriciens qui vont nous sortir des choses, je pense, eh bien, on prendra ce qui est intéressant à prendre. Mais on peut aussi cheminer, comme vous le faites, chacun, je pense, dans vos postures professionnelles, que ce soit dans les centres sociaux,
hôpitaux, que ce soit dans les cabinets de consultation, que ce soit au sein de vos familles respectives. On peut déjà apporter une petite pierre sans forcément avoir trop de théorie aussi, quoi. Elles peuvent être utiles, mais parfois, elles peuvent figer peut-être la pensée. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, du coup, Chantal. C'était pas une question, c'était une remarque pendant que vous intervenez. Il y a une hausse des demandes d'intervention chirurgie esthétique depuis le confinement, télétravail et webconférence. Alors, est-ce que du coup, ça déclenche quelque chose? Est-ce que ça veut dire quelque chose justement d'un mal-être ou justement d'être en visio, du coup, un rapport au corps différent et qui ne perde de sécurité sur son aspect, sur son soi finalement, et qu'on éprouve le besoin de changer, de faire une intervention alors qu'on n'en avait pas peut-être le besoin auparavant. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est intéressant votre question, parce que ce qu'on sait déjà, c'est que les filtres de Snapchat, nous sommes tous extrêmement beaux avec un filtre. Sans filtre, on est juste normaux, moyens. Et que du coup, je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, il y a un lien entre l'utilisation des filtres sur les applications et les opérations de chirurgie esthétique. Après, je ne sais pas pourquoi les gens ont plus fait, mais quand même, on se voit plus. C'est particulièrement désagréable de se voir sur un écran en permanence. On passe notre temps à se regarder. On est plus sur l'aspect extérieur que dans son intérieur. On n'est pas que quelqu'un à voir, on est quelqu'un à découvrir. Je veux dire, c'est peut-être un peu ça. On est moins dans son intérieur et du coup, on est peut-être plus sur pas du vernis, mais pas sur le fond, mais sur le paraître. Et après, on vit que sur le paraître et on se dégage du fond peut-être, mais on n'en a pas conscience, je veux dire. Est-ce que du coup, les adolescents peuvent avoir ou les jeunes, ça peut avoir la même incidence? Il y a une culture de l'image, après, je sais pas. Je sais pas. Parce que chez les jeunes, on le voit beaucoup, la culture de l'image aussi à travers le groupe. Là, simplement, peut-être comme disait Jean-Marc, on se voit plus. Après, est-ce que c'est aussi parce que on a un peu plus de temps, on a plus de... Enfin, je sais pas, moi, c'est... Après, ouais, je vous inviterai quand même à aller voir les documents sur Arte de dopamine qui répondent un peu à cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce que ça provoque chez nous lorsqu'on poste une photo de soi sur une application, enfin, sur un réseau social. C'est extrêmement intéressant parce qu'on modifie notre image et c'est excitant. On court après le like, on court après la décharge de dopamine. On cherche un shoot, comme un drogué va chercher sa dose, bon, même si l'image est un peu forte. Mais c'est quand même intéressant de se dire, mais tiens, pourquoi on le fait? En quoi c'est important? Et après, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai glissé le neuromarketing, parce que on a quand même du mal à concevoir que derrière certaines applications, ce sont des entreprises qui ont pour objectif, clairement, de faire du pognon. Je ne saurais pas le dire autrement. Et que du coup, les jeunes, nous, etc., on est des consommateurs et on se consume aussi à ce jeu-là. C'est pas gratuit. Donc moi, j'en parle très, 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 très mal. Je vous invite à aller voir ces documentaires de dopamine. Alors aussi par rapport au sevrage, où on a vu que le sevrage, c'était des étapes, un processus de vie pour grandir et puis retrouver une autonomie. Et justement ce confinement, le fait qu'on pouvait plus se séparer, qu'on était plus les uns sur les autres, voilà, est-ce que du coup, justement, ça peut être très perturbant sur la sécurité d'une personne, puisque c'était peut-être plus difficile à vivre les sevrages durant cette année que nous venons de passer. Ça dépend vraiment des familles. Il y a des familles où les enfants se sont retrouvés beaucoup plus autonomes à se faire à manger le midi parce qu'ils n'avaient pas école et que les parents travaillaient. Donc,
de dire que la séparation, en tout cas, ça a chamboulé, comme l'a dit Jean-Marc, le processus de séparation d'une certaine manière, en tout cas. De dire c'était plus difficile, moins difficile, moi j'en sais rien, et que c'est propre du coup à chaque famille. Faire une généralité là-dessus, j'en sais rien. C'est à questionner pour chacun, en fait. Ouais, après, non, il y a quand même l'idée que pendant un moment, on a été dans l'injonction de rester ensemble. Donc, du coup, ça pose quand même la question de l'autorisation de la séparation. Est-ce que les parents se sont autorisés à lâcher leur enfant? Est-ce que les enfants se sont autorisés à lâcher leurs parents? Et moi, je ne suis pas du tout inquiet sur les processus de séparation. Mais je crois qu'en tant que professionnel, on doit aussi se poser la question du temps de la séparation. C'est-à-dire comment on va pouvoir, après avoir passé du temps dans l'ascenseur familial, je dis l'ascenseur parce que vous savez, quand on est trop dans un milieu trop petit, ça fait un peu le syndrome ascenseur. Enfin, ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. C'est juste un groupe d'amis qui rentrent dans un ascenseur. Bizarrement, on parle, et puis dès que la porte se ferme, on arrête de parler. On attend que l'ascenseur arrive à destination, la porte s'ouvre et le discours reprend. Et du coup, quand il y a une intrusion dans notre espace personnel, dans notre proxémie, ça crée quand même un dérèglement. Donc du coup, c'est quand la porte va se réouvrir, est-ce qu'on va s'autoriser à partir? Est-ce que les jeunes ils vont s'autoriser je sais pas, les jeunes adultes à aller à prendre un nouvel appart? Je sais pas. Mais je crois qu'il faut quand même accompagner les gens à retrouver une séparation saine, qui n'est pas un arrachement, qui n'est pas un déchirement, qui n'est pas une rupture. C'était à peu près clair? Oui, tout à fait. Alors, on a des questions, Yvan-Marc, là, sur l'impact du masque. Alors, une collègue demande, que doit-on penser du port du masque inclusif pour les tout petits, puisqu'on n'a pas encore de certitude sur les effets du masque chez les petits? Non, pas les petits, non, hors de question. De question. Là, moi, j'aime bien dire l'inverse. Donc, du coup, ce que j'ai vu sur les tout petits, alors ça peut-être plus perso, j'avais aussi des petits qui voulaient mettre le masque. Ils avaient l'impression que les adultes, eux, ils avaient le droit au masque. Ils avaient le droit à finalement porter une espèce d'armure pour aller affronter l'extérieur. Enfin, je sais pas comment ils le vivaient de cette manière-là. Et pourquoi eux, ils n'avaient pas le droit, quoi. Donc, encore une fois, je crois que ça dépend aussi comment on accompagne et comment on est et comment on regarde un peu les choses sur le masque. Toi, d'emblée, tu as dit non pour tout un tas de choses et je suis d'accord avec toi. Et d'un autre côté, on peut aussi le voir sur le gamin, là, il a juste envie de ça à un moment donné. Le masque en tant que jeu, bien évidemment, que la réponse c'est oui. Après, j'ai aucune idée si ça crée des trucs sur les mots. J'en ai foutrement aucune idée, j'en sais rien. Ce que je suis sûr, par contre, c'est que ça crée quelque chose au niveau tactile. C'est-à-dire que l'enfant, quand il parle, je ne sais pas si vous nous voyez, là, je ne sais même plus qui voit qui, enfin bref. Et si on vous voit là, vous êtes en plein écran. On voit un écran rouge qui clignote, c'est pour ça qu'on ne sait pas trop. C'est Fabrice. On voit Fabrice qui a coupé son micro, mais pas son écran. Mais peu importe. L'enfant, il a besoin de sentir sa bouche. Merci Fabrice. Vous êtes dehors, vous êtes de la chanson, nous on est dedans. Il a besoin de sentir sa bouche. Il a besoin d'amener les objets à sa bouche. Sa bouche, c'est une étape importante. Alors c'est sûr, quand l'enfant est en primaire, je trouve ça pas terrible, mais bon, ça peu importe. Mais en dessous, non mais faut être fou. C'est fou de penser que on puisse. C'est pas juste un masque. C'est ce qui va nous empêcher de mettre les doigts dans la bouche. C'est ce qui va nous empêcher de mettre son doudou sur le nez et de le renifler. Et un doudou, ça pue, mais ça pue bon. Tandis qu'un masque, ça pue tout court. C'est pas un objet transitionnel, un masque. Et que l'enfant, il est sensoriel. Et autant à partir de, je sais pas, le primaire, mais je sais pas quand, on va être moins sensoriel, autant chez les bébés, chez les nouveau-nés, les bébés, les maternelles, mais c'est hors de question qu'on casse
L'entrée dans la vie, elle est sensorielle. Donc si on bouche le nez, qui est juste ni plus ni moins que le sens le plus relié aux émotions, c'est un accès direct, on va couper l'odeur, et c'est juste fou furieux de mon point de vue. Et c'est pas tellement l'effet du masque lui-même au niveau chimique, j'en sais rien. C'est plutôt au niveau sensoriel, c'est-à-dire que l'enfant, il faut qu'il puisse toucher sa bouche. Quand il entend un parent parler, ma femme est orthophoniste, enfin, bref, et que du coup, elle est en étude d'orthophonie. Salut. Donc du coup, quand on parle, l'enfant, il regarde notre bouche. Donc déjà que nous, on lui coupe ce mimétisme possible-là. Si en plus, lui, il a quelque chose qui le presse sur son visage, comment ça va se construire à l'intérieur de lui, autant je ne suis pas inquiet sur plein de choses, autant ça, je trouve ça complètement dangereux de couper la sphère sensorielle. Enfin, je pense que j'ai été limpide. Oui. Ça va? Oui, oui, tout à fait. Du coup, ça dégage d'autres questions. L'impact donc sur les personnes et sur les autres, justement, du masque. Après, c'est l'impact pour les primaires et les collégiens et l'impact pour les enfants de la non-vision de nos visages. Voilà. Donc, ça a beaucoup réagi sur le masque et votre action. Voilà. En fait, considérons qu'à partir du collège, ils n'en ont plus rien à foutre en fait des règles. C'est-à-dire que s'ils ont à l'enlever, ils l'enlèvent, ils le mettent sous le nez. Je ne crois pas que ça ait d'incidence. C'est une incidence plus sur les profs qui me disent, par exemple, qu'ils ne connaissent pas le visage entier de leurs élèves. Moi, par exemple, j'arrive pas à reconnaître les gens quand ils ont un masque. Ou l'inverse, mais non. Ou l'inverse, ouais. Mais du coup, sur la reconnaissance, oui. Après, une fois que l'autre, on a reconnu les émotions, ça passe moins bien, mais ça passe. Vous savez, c'est comme discuter avec quelqu'un quand il y a un peu de bruit autour. C'est moins facile. Bah là, c'est pareil avec le... Est-ce que c'est pas ce que tu disais aussi tout à l'heure? On s'habitue finalement même à quelque chose qui n'est pas naturel, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, c'était super compliqué à la maison des ados de pouvoir s'entretenir avec un collégien avec un masque. Ça nous gênait énormément dans la perception qu'on pouvait avoir, dans la façon de l'accueillir, dans la façon d'échanger avec lui. Et aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est devenu une habitude, quoi. Alors, je dis pas que ça nous enlève pas une certaine forme de perception, quand même, on voit pas tout. Mais par contre, on a appris à lire différemment, dans les yeux, dans le regard, dans un autre type de gestuelle. Et est-ce qu'on s'est adapté ou est-ce qu'on s'est habitué? Je sais pas. Après, c'est vrai que ça pose la question des neurones miroirs. Comment nos neurones miroirs, qui sont le socle neurologique de l'empathie, enfin ça vous irez vérifier vous-même, c'est en cours de travaux depuis les années 80. On ne sait pas trop en fait ce que ça provoque. Par contre, c'est pas notre corps qui est paralysé, c'est un trait d'union sur notre visage. Et que du coup, sur les collégiens, les lycéens, tout ça, je suis pas inquiet ni sur les adultes. Ce qui est inquiétant, c'est cette inquiétante étrangeté, pour reprendre les propos ben, j'ai perdu. S'il y a 2-3 psychanalystes qui retrouvent cette inquiétante étrangeté, on n'est pas habitué à ça. En même temps, dans d'autres civilisations, notamment en Asie, le port du masque, il est régulier depuis bien longtemps. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient créé des fous furieux pour autant. Ouais. Voilà. Mais j'insiste sur les bébés, les nourrissons et tout ça. C'est tellement important qu'on ne porte pas le masque quand on est en famille. Parce que pour le coup, si on le portait tout le temps, moi, ça me ferait un peu flipper, quoi. Voilà. Il y a une autre question sur la question un petit peu plutôt de la posture parentale. Le fait d'avoir lâché pendant le confinement a amené d'autres difficultés après. Quel cadre? Et comment les parents peuvent-ils reprendre la main? Ouais, c'est intéressant parce qu'on parlait des réseaux sociaux, on parlait des choses comme. Enfin, tout à l'heure, tu disais la norme c'était 2 heures qui fait 2 heures aujourd'hui. Et moi, il me semble que les collégiens et les lycéens, lorsqu'ils n'étaient pas à l'école et que voilà, les 2 heures étaient largement dépassées. Après,
le cadre est toujours en fonction d'un contexte. En fait, c'est pas le même cadre quand on est en vacances, quand on est à la maison, quand on est et que du coup, le cadre on le pose en fonction d'un contexte. Alors, si je parle de ma vie perso, par exemple, sur mes enfants, j'ai forcément pas utilisé le même cadre du tout. S'ils sont à l'école, s'ils sont à intermittence au niveau de l'école, s'ils sont à temps plein pour le coucher, pour les réseaux sociaux, et c'est un peu comme les vacances, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le même cadre que le reste de la vie. Donc, il y a eu un cadre en particulier pendant la période de confinement, pendant les périodes de confinement. Il y a encore un cadre particulier. Moi, ça me choque pas dans ce sens-là où c'est toujours en fonction d'un contexte. Par contre, c'est quelle ligne rouge on se donne, quelle ligne de conduite on se donne. Alors toi, en tant que psycho, tu diras peut-être d'autres choses, mais voilà. Moi, il me semble que c'est plutôt jusqu'où on peut accepter certaines choses, jusqu'où, voilà, qu'est-ce qu'on ne tolère pas, et ça, que ce soit des périodes de vacances ou pas vacances, c'est à peu près pareil, quoi, normalement. On a des grandes lignes. Il faut qu'on reste sur ces grandes lignes-là. Après, le cadre général, il s'adapte pour moi à l'environnement dans lequel on vit. Et il évolue du coup en fonction de l'environnement. Donc là, il a fait qu'évoluer, parce que un coup on était confiné, un coup on était avec des heures de sortie, un coup, etc. Donc ça a changé tout le temps. Donc pour moi, le cadre, il a énormément évolué. Il n'a même pas été parlé en fait. Il s'est fait de façon un peu naturelle, en plus avec des ados qui peuvent parfois jouer de ça pour en prendre un peu plus, mais ça fait partie du jeu. Enfin, pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Là où c'est intéressant parce que ça pose trois choses. La première, c'est de la différenciation entre les grandes et les petites règles. Les grandes règles sont des choses qui sont imperturbables, peu importe le contexte. C'est-à-dire, on n'a pas de rapport sexuel avec son enfant. Point. Il n'y a pas de négociation sur le où, qui, comment. La réponse est non. Ça, c'est une grande règle. La grande règle, c'est aussi, par exemple, on ne se tape pas entre frères et sœurs dans une échelle beaucoup plus quotidienne et moins. D'accord. Les grandes règles, elles ont comme structure, c'est-à-dire on la franchit, on a une sanction. Une sanction, je n'ai pas dit une punition. Une punition, on punit la personne, une sanction, on punit l'acte. Et que du coup, les grandes règles, on peut aider les parents à reformuler ces grandes règles. L'autre chose, c'est les petites règles. Les petites règles, elles se modifient selon le contexte. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin nécessairement de punition. C'est-à-dire que si un enfant il dépasse le temps d'écran, ça va, c'est pas grave. Notre job en tant que parent, c'est de lui rappeler, en fait, cette règle-là. Bon, évidemment, à partir de comment ça devient une grande règle, ça, je ne sais pas. Mais on peut aider quand même les familles à définir c'est quoi les grandes règles dans votre famille et c'est quoi les petites règles. Les petites règles, c'est on ne se lève pas à table, par exemple. Et l'autre chose qu'on peut se fixer, c'est quelles sont les règles familiales, notamment sur les écrans, parce que ça, c'est le truc essentiel du moment. C'est-à-dire que si on interdit à ses enfants de taper, est-ce que soit on tape? Si on interdit à son enfant d'être sur un écran alors que nous-mêmes on est sur un écran, c'est quoi l'info qu'on donne? Donc c'est aussi l'histoire. 1. Quelles sont les grandes règles de la famille? 2. Quelles sont les petites règles de la famille? C'est-à-dire que ce sont des règles, mais des règles sans sanction particulière. Et 3. C'est quoi les règles familiales? C'est-à-dire les règles qui concernent chaque personne du système familial. Merci. Alors, du coup, une autre question qui revient sur comment dire, on va dire toujours cette histoire du visage masqué. Hein. Donc, l'impact pour les enfants de la non-vision de nos visages. Oui, voilà, moins de 3 ans, les neurosciences parlent du mimétisme de l'observation des émotions. Donc, est-ce que ça rejoint un peu cette idée des neurones miroirs, peut-être Ouais, mais c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que c'est juste notre fonctionnement naturel. Et les petits, ils ont besoin. Il y avait juste un grand merci d'avoir fait un clin d'œil au GIEC, je le dis comme ça, moi je sais pas, car les changements sont actuels, mais le chamboulement risque d'être à venir. Voilà, quelqu'un qui vous remerciait, Yvan. Ouais, alors faut surtout pas me lancer sur le sujet, je suis absolument intarissable. Surtout qu'il est bientôt 16 heures. On a vécu un effondrement systémique
sur cette crise Covid. Ça, à peu près tout le monde est d'accord, vu que ça a touché à peu près tout le monde. Eh ben, je vous invite juste à aller regarder ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce n'est pas un truc d'anxieux, c'est juste qu'on a déjà l'info, en fait, de ce qui va arriver. Et que du coup, quand on est dans le soin, on est aussi dans l'anticipation des crises à venir. Et ne pas la regarder, de mon point de vue en tant que soignant, ça me questionne. Je ne peux pas ne pas l'avoir. Donc, merci d'avoir souligné, je ne sais plus qui. Je ne sais plus, c'est Odile, quelqu'un du Forêt, je crois. Merci Odile, je suis bien d'accord avec vous. Espérons que nos politiques se saisiront de cette question de l'anticipation. Le seul à pouvoir s'en saisir. On va bien. J'ai bien aimé aussi, je trouve que ça c'est important de nous le rappeler, la notion du rituel. Surtout pour les enfants, pour les jeunes, je trouve qu'aujourd'hui c'est compliqué. Justement, moi, je trouve le passage de l'adolescence, il y a tellement d'interdits aujourd'hui. Autrefois, bon, les jeunes faisaient des bêtises, c'était dans les rituels d'adolescence. Aujourd'hui, bon, bah, on sécurise beaucoup de choses et bon, il faut aussi sécuriser. Mais du coup, je trouve que voilà, redonner des rituels, respecter des timings dans les dates quand on fait quelque chose. C'est tout bête, je vous dirais n'importe quoi. Moi, quand je vois des galettes des rois en novembre et quand on sait que cette galette des rois est quelque chose pour fêter quelque chose en janvier et qui peut faire du convivial autour, voilà. Bah, des enfants, il y a des repères qui sont plus là, quoi. Voilà, c'est un exemple bête, celui-là, j'ai peut-être pas l'idée, mais l'idée du rituel, je crois que c'est très important qu'on le perde pas ou qu'on le retrouve même peut-être. Oui, puis le rituel, la plupart des gens considèrent que le rituel est religieux. Alors Oui, il n'est pas que pour le forcément. coup, pas du tout. Je crois qu'un des plus beaux rituels que j'ai vu, c'était une dame qui avait, je sais pas comment dire, attrapé un cancer. Et du coup, elle s'est dit, je vais planter un arbre à chaque année. Aujourd'hui, cette dame-là, elle a plus de place dans son jardin parce qu'elle a des arbres fruitiers de partout. Elle a été obligée d'acheter un terrain, en fait, pour planter ses arbres. Et le rituel, des fois, c'est ça. On peut planter un arbre quand quelqu'un meurt. C'est quelque chose qui est juste doux et loin de l'austérité de certaines religions. Et les enfants, ils en ont besoin, en fait. Et puis, on peut se créer des fêtes aussi familiales à partir justement de quelqu'un qui est parti. On se regroupe tous les ans à un moment donné pour refaire famille en pensant voilà, qu'on est une famille qui se prolonge dans le temps. C'est ça. Oui.